Bonsoir mes amis, bonsoir. Voilà, voilà. Donc, il y a eu encore des questions, pas mal de questions, une dizaine. Donc, voilà, il faut y répondre, hein. Voilà, donc, je commence. Voilà, je les établis par ordre et donc sans aucun choix, sans aucune censure. Donc, voilà. Alors, quand même, je salue les premiers arrivants, Siab, Frédéric Dutoit, mon ami Pacha de Tunis, Lina Sarah Hussein, Nourdine, Feten, Julien, Roy, Med, Fartoum, Adil Jarek, Saad, Betty Laure, etc., etc. Bon. Alors, Asiab me dit, est-ce que tu as froid à Paris? Mais je ne sais pas où il se trouve, lui. Peut-être à Casablanca, je ne sais pas. Bien. Donc, la première question vient de Jérémy Guirma. Me demande les relations entre la Chine et Israël. Alors, question intéressante parce qu'elle nous ramène justement à l'arnaque des accords d'Oslo. Je vous explique. La Chine, pays évidemment révolutionnaire, jusque dans les années quand même 80, enfin, la Chine n'avait pas encore viré sa cutie. Et donc, la Chine n'avait pas des relations diplomatiques avec Israël. Et elle a établi des relations diplomatiques avec l'État sioniste lorsque celui-ci a signé les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, ce qu'il faut savoir, c'est que Rabin était très, très malade. C'est très intelligent de sa part parce que il a sorti Israël d'une situation très délicate et dire au monde entier, voilà, nous offrons la négociation aux Palestiniens. Nous allons vivre en paix avec les Palestiniens. Et là, le monde entier fait, ah, c'est magnifique. Et donc la Chine, comme l'Inde, mais on parle de la Chine, a établi des relations diplomatiques en 93. Et ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, la Chine est un des principaux clients de l'industrie militaire israélienne. Vous entendez bien, la Chine est un des principaux clients de l'industrie militaire israélienne. Elle achète, je ne sais pas, 3 ou 4 milliards par an, sans compter le développement des relations économiques, commerciales, etc. Évidemment, la Chine n'a plus... la diplomatie chinoise n'est plus guidée, comme celle de la Russie d'ailleurs, n'est plus guidée par l'idéologie. C'est-à-dire que dans les années 60, 70, il n'était pas question de s'allier avec Israël ou d'entretenir des relations avec un État qui opprime les Arabes. Mais à partir des années 90, surtout que les accords d'Oslo ont ouvert la voie, eh ben, les Chinois se sont engouffrés et puis ils ont dit, bah voilà, après tout, Israël est un État comme les autres, il a envie de négocier, il va négocier, et donc on va y aller. Donc en fait, ce sont des relations d'intérêt. Il n'y a plus aucune idéologie derrière. La Chine est un État capitaliste, il n'a de communiste que le nom, c'est-à-dire qui gouverne en Chine, c'est le Parti communiste, c'est un État d'un parti. Il aurait pu s'appeler le Parti nationaliste, le Parti socialiste, le Parti bouddhiste, ce que vous voulez. C'est juste que c'est un parti qui tient le pays. Voilà. Et donc, le reste n'a aucune importance, ce sont des relations d'intérêt. Et Israël représente, un très très bon partenaire militaire et commercial, industriel pour la Chine. Question suivante de Zakia Mouga, que je salue parce qu'elle m'envoie
des messages très, très sympathiques. Donc, voilà, merci beaucoup. Quel est le pays européen qui n'est pas sous l'emprise du lobby? Alors, la majorité des pays européens, enfin, je veux dire, les grands qui comptent, ceux qui comptent, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la Tchéquie, la Pologne, la Lituanie, enfin qui comptent, en tout cas, bon, je vous cite ceux qui sont l'Allemagne, ah ben évidemment l'Allemagne, l'Allemagne hystériquement, et les Pays-Bas, hystériquement sionistes, pour toutes sortes de raisons, hein, la Shoah. Alors je vous raconte une petite bonne là, et formidable. Et, vous savez, les pays européens sont tellement soumis au mythe de la Shoah que même 70 ans après, aux Pays-Bas, il y a un banc public qui vient d'être sacré, comment dire, monument de la mémoire de la Shoah. Parce que une réfugiée, j'imagine, enfin une juive, était assise avec son amoureux avant la guerre, et elle n'a plus retrouvé, et donc elle s'est assise sur ce banc. Vous voyez où ça mène, enfin, je veux dire, 70 ans après. Bon, sans compter que enfin, cet Allemand de 95 ans qu'on a obligé, enfin, qu'on a mené en prison parce qu'il était comptable dans un camp, dans le camp d'Auschwitz. Bon. Donc, en fait, les quelques pays qui résistent au diktat sioniste sont la Suède et la Norvège. Chapeau, il faut leur rendre hommage. Ils résistent vraiment parce que il y a un harcèlement terrible contre ces pays, mais ils résistent. Voilà. Et ils comptent pas vraiment. Et donc, c'est très, ils sont même pas à l'Union européenne. Et donc, en fait, vraiment, les pays européens sont soumis au diktat sioniste. Alors, Gabardine Berman. Du point de vue comportemental, elle a mis des parenthèses que je n'ai pas retenues parce que ça sous-entend pas mal de choses un peu négatives. Quelle est la différence entre juifs et sionistes? Alors, du style, les sionistes sont, comment dire, tordus, dominateurs, traîtres. Est-ce que les juifs le sont? Enfin, à peu près, je traduis l'idée de sa question. Du point de vue comportemental, quelle est la différence? D'abord, je voudrais dire une chose. Et vous pouvez me croire, enfin, si vous voulez, mais les juifs, jusqu'en 1948, la majorité des communautés juives n'étaient pas du tout sionistes. C'est-à-dire, elles regardaient avec ces communautés juives en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, etc., regardaient l'installation des sionistes en Israël, en Palestine, avec beaucoup de dérision. Et disaient, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre là-bas? Pour vous donner un chiffre, entre les années 80 et 1924, pourquoi 1924? C'est l'année où l'Amérique a fermé ses frontières. C'est-à-dire, pour entrer, il fallait désormais un visa, une autorisation. Avant, on arrivait. Et il y avait un check-up, enfin, et puis si on était en bonne santé, on rentrait. Pendant cette période, les Juifs de Russie et de Pologne, pourquoi les Juifs de Russie et de Pologne? Parce que c'était les seuls qui avaient intérêt à y aller, puisqu'ils étaient soumis à des pogroms locaux. Plus de 2 millions de Juifs sont partis aux États-Unis. Et il n'y a eu que 30 000 à peu près qui sont partis en Palestine. Donc vous voyez que vraiment les Juifs considéraient l'idée sioniste, ça veut dire l'idée de la création d'un État juif, comme absolument ubuesque, dérisoire, rigolote. Voilà. En fait, n'y sont allés que des gens absolument, enfin,
des idéalistes, mais ils étaient quelques dizaines de milliers seulement, et des gens qui avaient des problèmes dans leur pays. Mais ça ne s'est pas arrêté. Si vous voulez, en 1948, l'État est créé. Est-ce que les Juifs français s'y sont précipités? Américains, Anglais? Pas du tout. Pas du tout. C'était seulement l'Israël ne s'est, comment dire, elle n'a recueilli que les réfugiés de la Shoah, que des Juifs des pays arabes qu'elle est allée chercher en leur faisant, en les arnaquant, etc., que les Juifs des régimes soviétiques qu'elle a arnaqués. Donc en fait, les Juifs, si vous voulez, aujourd'hui, il y a une identification entre Juifs et sionistes. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et beaucoup de Juifs, dans la diaspora, en France, aux États-Unis, ne se sentent absolument pas sionistes. Seulement, ils ne l'expriment pas. C'est-à-dire, voilà, ils sont totalement indifférents à ce qui se passe là-bas quand ils ne sont pas totalement hostiles. Mais on ne les entend pas parce qu'ils ne manifestent pas. Alors, Souad Hussein me demande comment 8 millions de sionistes dominent le monde. Et c'est pas mal, hein, quand même, parce que bon. En fait, pour dominer le monde, comment on fait? Ben, on contrôle un gouvernement, on contrôle les banques. Vous avez Rothschild, plus Goldman Sachs, plus, enfin, je sais pas, d'autres, enfin bon. Et vous contrôlez une grande partie du secteur bancaire. Vous contrôlez Publicis en France, vous contrôlez 2 ou 3 grandes publicités à New York. Ben, vous contrôlez le marché de la publicité à 70%, 80%. Est-ce que j'ai besoin de dire vous contrôlez le cinéma en Los Angeles? Bon, pas vous faire un dessin, non? Spielberg, Golan, enfin, etc., Weinstein, etc. Bon. Il suffit qu'il y ait une dizaine de personnes qui contrôlent 60-80% de l'industrie cinématographique et vous contrôlez le cinéma, vous contrôlez la télévision, vous contrôlez les médias. Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle Libération, BFM, etc., etc. Donc, vous voyez comment on arrive à contrôler 8 millions, comment on arrive à contrôler le monde. Ils ne contrôlent pas, c'est-à-dire ils influencent. C'est à peu près pareil. Et donc, en fait, c'est ça l'intelligence. C'est-à-dire, en fait, bon, ils se mettent, ils prennent des positions stratégiques, très sensibles, donc dans la publicité, dans les médias, dans la banque, dans le cinéma, la télévision. Eh bien, vous influencez. Vous avez des leviers d'influence sur le reste. Par exemple, mettons Dieudonné fait un sketch qui ne plaît pas au lobby. D'accord? Il le fait samedi soir. Quelques coups de fil, tac, 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 et puis hop, comme par hasard, 4 jours après, le directeur de l'Olympia annule, je crois que c'était l'Olympia ou une grande salle, annule le spectacle. Il n'est peut-être pas juif, il n'est peut-être pas sioniste, mais ça ne fait rien. Il a des copains. Quand on reçoit des coups de fil de BHL, etc., ou bien par exemple du directeur de Publicis, eh ben voilà, on s'arrange. Je ne sais pas si je crois que vous connaissiez Marion Sigaud, par exemple. Elle a publié, à l'époque, elle voulait publier un livre qui s'appelle Du Kibboutz à l'Intifada. Donc, en 1988, 89, quelque chose comme ça. Donc, elle signe un contrat en bonne et due forme avec un éditeur. Donc, le livre est prêt, la campagne de presse est prête. Une semaine avant, l'éditeur l'appelle, lui dit, le livre ne sort pas. Voilà, vous pouvez garder l'argent, mais le livre ne sortira pas. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a dû avoir des coups de fil. Voilà, à l'éditeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas une armée. Enfin, je veux dire, les sionistes ne dominent pas l'armée américaine, ni l'armée française.
Mais il place des Sayanimes, des gens influents, dans des endroits stratégiques, et le tour est joué. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les musulmans n'ont qu'à faire autant. Voilà, voilà. Bon, alors, Brahim Dada Khali, j'espère que je prononce correctement. Le monde arabe vivra-t-il en paix après Israël? Non, vous savez, Israël n'est pas n'est pas le facteur de guerre. La guerre a toujours existé dans les relations internationales. Voilà. Supprimer Israël, il y aura la guerre. Je veux dire, quand l'Algérie et le Maroc se sont fait la guerre, c'était pas à cause d'Israël. Donc, la guerre est un élément inhérent aux relations internationales. Étudier l'histoire des Phéniciens, des Grecs, Alexandre le Grand, ce que vous voulez, enfin les Huns, c'est quoi cette histoire? C'est une histoire de guerre. Napoléon, etc. Donc, et l'invasion arabe de l'Afrique du Nord. Donc, si vous voulez, la guerre, c'est quelque chose d'inhérent aux communautés humaines, à la vie internationale. Et donc, si Israël disparaît, mais la guerre se poursuivra d'une façon ou d'une autre. Vous savez, l'Arabie Saoudite n'a pas besoin. Et ce qu'on oublie une chose, c'est que même lorsque tout le monde arabe était antisioniste, c'est-à-dire la belle époque des années 50 et 60, mais il y avait des guerres larvées entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Des guerres presque ouvertes par Yéménites interposés, etc., à l'époque déjà. Donc, la guerre est un élément indissociable. Vous savez, entre pays chrétiens, la France, l'Angleterre, etc., il y avait toujours eu des guerres. Donc, la guerre ne disparaîtra pas. C'est pas les pays arabes, comme tous les autres pays, trouveront d'autres, surtout les pays arabes, trouveront d'autres moyens de se combattre. Alors, Mohsin Bekkali, alors, est-il concevable un seul État, Israël, avec deux peuples? Tout à fait, mais il ne s'appellera pas Israël. Non, parce qu'il me dit un État qui s'appellerait Israël avec deux peuples. Non, il ne s'appellerait pas Israël. Je ne sais pas comment il s'appellerait, mais et c'est tout à fait concevable. De toutes les façons, un jour ou l'autre, on y arrivera. Probablement pas par la voie pacifique, parce que les Juifs n'accepteront jamais, surtout après avoir été dominateurs. C'est un peu comme l'Algérie, les Pieds Noirs. Ils n'auraient jamais pu accepter d'être dominés par des musulmans qu'ils ont méprisés pendant un siècle. C'est pas possible. Alors imaginez des Israéliens qui ont combattu, humilié, écrasé des Arabes, et puis ces Arabes vont gouverner avec eux. C'est intolérable. Beaucoup partiraient, probablement. Vous savez qu'il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui ont bénéficié de cette fameuse loi allemande des Polonaises, et ils ont pris la nationalité allemande et polonaise au cas où. Au cas où. Et quand on a eu un grand-père allemand ou polonais, on pouvait récupérer la nationalité allemande ou polonaise. Et le Portugal et l'Espagne vont offrir aux Juifs qui ont été chassés au XVe siècle de récupérer la nationalité. On fait pas ça aux musulmans. C'est uniquement aux Juifs, peuple élu évidemment, qui a des privilèges. Bon. Donc il y aura certainement, enfin bon, à mon avis, à un moment ou à un autre, les Juifs, enfin ceux qui resteront, probablement les religieux, il faut imaginer cet État unique qui va s'établir. Je peux pas, enfin, je connais pas le scénario évidemment. Qui peut le dire? Mais à un moment ou à un autre, de toutes les façons, imaginez que l'autorité palestinienne, qui peut hâter le cours de l'histoire, si elle s'effondre volontairement ou involontairement, à un moment donné, ces gens-là vont vivre ensemble. Eh bien, il va falloir qu'ils trouvent un modus vivendi, c'est-à-dire démocratique, un homme, une voix, etc. Mais il ne s'appellera pas Israël. Voilà, ça c'est sûr et certain.
Elias Benicio. Alors, il me dit, parce que j'avais dit la Syrie n'ose pas abattre d'avions israéliens. Je ne sais pas s'il faisait une question ou un doute, mais effectivement, vous savez, même avant la guerre civile, entre guillemets la guerre civile, c'est-à-dire la guerre imposée par l'Amérique, Israël, la France à la Syrie, etc. Je prends par exemple 2007. En 2007, l'aviation israélienne, donc la Syrie était unifiée avec son armée totale, complète, etc. Ça, c'est établi, c'est un fait. L'aviation israélienne a détruit un bâtiment très important en Syrie. Qu'est-ce que c'était? On ne sait pas. Enfin, on ne sait pas, il y a des gens qui savent. Mais le commun des mortels comme moi ne sait pas. Alors, est-ce que c'était une installation nucléaire? Est-ce que c'était une installation de missiles? Enfin, je ne sais pas, voilà. Mais c'est un fait. Il y a eu une immense, enfin, une destruction d'un site. La Syrie n'avait pas réagi. On n'a rien abattu. Et il y a eu, vous savez, moi je suis cette actualité d'assez près. Mais pratiquement, mettons 2 ou 3 fois par mois, même avant le déclenchement de la guerre civile, il y avait de temps en temps, l'aviation israélienne bombardait un convoi destiné au Hezbollah, enfin, qu'ils disent, hein, ils trouvent toujours des raisons. Je pense que la Syrie, enfin, en tout cas, le gouvernement syrien, les autorités syriennes, n'osent absolument pas affronter Israël. À juste titre, d'ailleurs. Moi, je pense que, d'ailleurs, Israël n'attend que ça. Vous savez, Moshe Dayan, le fameux général Born, que dans ses mémoires, il avait dit qu'ils excitaient toujours les Syriens. Il y avait un kibbutz qui était juste à côté du lac du Tibériade. Et il donnait des instructions à un tracteur du kibbutz de violer la frontière. À l'époque, la frontière syrienne arrivait jusqu'au lac du Tibériade. Et donc, mettons, le tracteur passait 10 mètres. Et les Syriens ne réagissaient pas. Puis 20 mètres, puis 50 mètres, puis 100 mètres. Et à un moment donné, bon, les Syriens tiraient. Et là, bon, hop, la réponse arrivait très vite. Donc, en fait, vous savez, une des phrases les plus, comment dire, les plus connues de l'époque, enfin des années 70 et 80, dans l'état-major israélien, dans la mentalité israélienne, etc., les militaires israéliens disaient souvent « Nous allons ramener la Syrie à l'âge de pierre ». C'était la phrase favorite de l'état-major israélien, des militaires, etc. Et je pense que ça doit les démanger d'aller, enfin, ils ont en partie réussi. Voilà. Donc, je pense que, pourquoi? Parce que, vous savez, moi j'ai écrit un texte en 2012 ou 2013 qui s'appelle Bachar el-Assad aurait pu devenir le Salah ad-Din de l'ère moderne. Quand il avait vu tous ces dizaines de milliers de mercenaires payés par l'Arabie Saoudite et entraînés par l'Amérique, Israël, etc., venir le détruire, à mon avis, enfin j'avais dit à l'époque, il aurait pu lancer 50 000 missiles sur Tel Aviv et le tour était joué. Seulement, après, il aurait dû se réfugier dans la montagne. Parce que là, l'aviation, ce qui resterait de l'aviation israélienne, aurait rasé les palais présidentiels, les ministères, etc. Mais, voilà, mais le problème des dirigeants arabes, c'est que ce sont des mafias qui n'ont pas de légitimité populaire. Et donc, leur seul intérêt est de sauvegarder leur personne et leurs privilèges et les avoirs qu'ils ont placés à l'étranger. Voilà. Alors, Amel Machet, le plus important pour les Juifs, c'est quoi? Être respecté par tout le monde
ou détester à cause d'Israël. Je crois avoir répondu en partie tout à l'heure, mais je vais compléter ma réponse. Vous savez, les Juifs, disons les Juifs du quotidien, comme on dit, c'est-à-dire les Juifs qui est prof comptable dans une banlieue de Toulouse, de Paris ou à Marseille, etc. Dire son but, c'est de vivre tranquille. Et jusque dans les années 70-80, en France par exemple, et ailleurs, il a envoyé ses enfants dans les écoles publiques et il voulait que ses enfants s'intègrent dans la société, etc. Mais aujourd'hui, une bonne partie de ces Juifs sont devenus l'otage, vraiment l'otage du sionisme. Ils ont été embarqués de gré ou de force dans l'aventure sioniste. Donc en fait, beaucoup de Juifs n'ont pas eu le choix, si vous voulez. C'est-à-dire, ils se sont retrouvés un peu pris malgré eux dans ce maelstrom, dans ce combat qu'ils ne veulent pas, dont ils ne voulaient pas. Si ces gens voulaient tellement aller en Israël, ils auraient pu y aller. Alors quand ils ont quitté par exemple l'Afrique du Nord, ils sont venus s'installer à Marseille, à Toulouse, et ils voulaient vivre en paix en dehors de toute cette, de tout ce merdier, voilà. Mais malheureusement, le mouvement sioniste a mis la main sur les leviers des communautés, sur les institutions communautaires, comme le CRIF. Je vous rappelle que le CRIF, dans les années 80, était une institution qui luttait contre l'occupation sioniste. Il faut le savoir, hein. Ça peut vous étonner, mais c'était comme ça. Et donc, en fait, ils ont, à un moment donné, petit à petit, si vous voulez, soit les Juifs se détachaient totalement de la communauté, auquel cas, bon, ils disparaissaient dans la nature, soit ils restaient dans la communauté, c'est-à-dire ils allaient à la synagogue, etc. Et ils se sentaient plus ou moins obligés d'envoyer leurs enfants dans les écoles juives. Vous savez, dans les années 80, il y avait très peu d'écoles juives, très peu de restaurants cachers, etc., etc. Et donc, tout ça s'est multiplié. Et donc, on peut dire la même chose des autres pays. Et donc, les Juifs, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été entraînés dans cette logique de guerre, de tension, presque malgré eux. Enfin, souvent malgré eux. Voilà. Dont vous savez, on crée quasiment les conditions de l'antisémitisme. On crée les conditions de l'insécurité dans les banlieues, dans les lycées, etc. Parce que ça arrange Israël. Parce que pour pousser des gens, soit à rejoindre la forteresse communautaire juive, soit à partir en Israël. Voilà. Et donc c'est tout un mouvement qui a commencé une trentaine d'années. Et j'assure que les Juifs, enfin simples, ils sont, entraînés de presque, malgré eux, la propagande, etc., dans un truc dont ils ne voulaient pas au départ. Moha Amman. Il me demande de parler du RIF. Bon, d'abord j'ai fait une vidéo, vous la trouverez, vous savez, j'ai une chaîne YouTube, pardon, et je pense qu'il y a 2 mois à peu près, j'ai fait une vidéo, presque d'1 heure, sur le RIF. Bon, donc je pense qu'on peut se reporter à cette vidéo. Ce que je veux dire, c'est que à l'époque, c'était encore chaud. Aujourd'hui, ça a l'air, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais envisagé. C'est-à-dire que de toutes les façons, les RIFAins, dont je soutiens le combat, évidemment, le combat pour la justice, parce que les RIFAins ont subi de tout temps, depuis les répressions terribles des Espagnols et des Français dans les années 20, les répressions de l'armée royale dirigée par Hassan II contre eux, etc.
les répressions par les fascistes. Donc, le dédain du système hassanien, du Hassan II. Donc, je soutiens ce combat légitime pour la dignité, l'autonomie, la culture, etc. Et il y a évidemment, malheureusement, le mouvement du RIF. Il est confronté à deux écueils. D'abord, l'écueil que c'est une région dans le nord du Maroc. Donc, les gens de Casablanca, de Rabat, etc., sont moins concernés. Et puis, le fait que ce soit un problème, comment dire, à caractère identitaire. Et vous savez, on a même utilisé, bon, parce que moi j'ai fait une vidéo dans laquelle, si vous vous souvenez, pour une chaîne libanaise qui s'appelle Mayadine, où je disais que le Mossad entretenait des liens troubles dans les régions berbères pour les soustraire au pouvoir central pour semer la zizanie. Et le régime et les médias officiels ont utilisé cette vidéo pour dénigrer les berbères, enfin, pour dénigrer les rifas, etc. Ce que je conteste, bien sûr, mais enfin bon, je peux rien. Et donc, en fait, l'autre écueil, c'est que les rifas soient perçus comme des autonomistes qui veulent détruire l'intégrité territoriale. Et c'est vrai, enfin, donc il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce combat. Moi, j'aurais voulu que les responsables rifins s'entendent avec tous les militants des droits de l'homme, les partis progressistes marocains, etc., pour établir une plateforme commune. Voilà ce que je peux dire. Sinon, je vous renvoie à la vidéo sur le RIF que j'ai faite il y a à peu près 2 mois. Alors, Dalmo, pas. Bon, j'espère que j'ai bien transcrit. Est-ce qu'on peut parler de perte de souveraineté de la France et des pays européens? Incontestablement, enfin, je veux dire. D'ailleurs, c'était un projet américain, c'est-à-dire des années 50-60. Jean Monnet, qui a lancé l'Europe, était un agent de la CIA, qui a travaillé pour la CIA. Le projet américain, c'est quoi? C'était après la Deuxième Guerre mondiale, une fois que les Américains étaient venus avec leur plan Marshall, de susciter une Union européenne qui détruirait les États-nations. Et on y arrive. La France est un pays qui a perdu sa souveraineté monétaire, sa souveraineté financière, sa souveraineté économique, politique, diplomatique. Et malheureusement, dans cette Union européenne, enfin, où les États ont perdu une grande... Vous savez, 80% des lois adoptées par le Parlement français sont des directives européennes, donc décidées par l'Europe, et que le Parlement français et dont le Parlement français et que le Parlement français intègre dans les textes législatifs en France, parce qu'il n'a pas le choix. La France n'est plus un pays indépendant. La France ne peut pas battre monnaie. La France est obligée de s'endetter parce qu'elle ne peut pas créer. De Gaulle, par exemple, quand il avait lancé les grands travaux, le métro, les banlieues, le Concorde, le TGV, etc., il a emprunté à la Banque de France à 1,5%. Aujourd'hui, la Banque de France, la fameuse loi de 1973, la Banque de France ne peut plus prêter à la France. Donc la France, alors que la France n'avait pas de dette, aujourd'hui, elle a 2000 milliards de dettes. C'est une dette totalement artificielle. La France n'a plus le droit d'avoir des services, des services publics nationalisés, etc. Donc, c'est vrai que malheureusement, cette Europe, elle a été, en tout cas, elle a été constituée, peut-être pas au départ de cette façon-là, mais en tout cas, quand on voit le résultat, c'est la destruction de la souveraineté des États. Alors, Jan Elia, comment forcer le droit international et l'ONU à juger Israël?
Alors, j'aimerais d'abord vous dire, le droit international, c'est du pipeau. Voilà. Quelle est la différence entre, comment dire, prenez en France. En France, il y a le droit pénal, le droit civil. Mais il y a une autorité légitime qui est capable de juger et d'appliquer les sentences. D'accord? Voilà. Vous avez un problème juridique, vous avez violé une loi, il y a un tribunal, il y a même des gendarmes qui peuvent vous amener les menottes à la main pour être jugé, pour être condamné. Si vous ne payez pas, on vous saisit la baraque, vos biens, etc. Et sinon, on vous met en prison. En droit international, il n'y a pas ce système. C'est-à-dire, il y a des lois, il y a certes des principes, mais l'État est libre. C'est ce qu'on appelle, c'est la souveraineté exclusive de l'État. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, après, il y a les rapports de force. C'est sûr que Milosevic, quand il a été vaincu par l'Amérique, il est passé en jugement. Alors que George Bush ne passera jamais en jugement. Ça, la différence. La différence, c'est le rapport de force, évidemment. Mais, disons, le droit international public permet, ça veut dire permet qu'il y ait un droit international, enfin, il y a des principes, mais il n'y a aucune instance pour juger et aucune instance pour faire appliquer les sentences. Certes, il y a le chapitre 7 de l'ONU, de la Charte des Nations Unies. Mais le chapitre 7, c'est-à-dire qui prévoit le recours à la force. Évidemment, il est appliqué par qui? Par des États, c'est pas par les juges. Et les États l'appliquent en fonction de leurs intérêts. Par exemple, quand il s'agissait d'aller faire la guerre en Corée, évidemment, on a appliqué le chapitre 7. Par contre, quand il s'agit d'Israël, pour contrer Israël pour l'occupation, on n'utilise pas le chapitre 7. Vous voyez la nuance. C'est-à-dire, le droit il y a ce qu'on appelle la Cour internationale de justice. Elle aurait pu juger les États en fonction du droit, parce que ce sont des magistrats. Sauf que les États sont libres d'y aller ou pas. En France, vous ne pouvez pas dire moi je ne veux pas aller devant le juge. Voilà. J'ai volé, mais j'ai pas envie d'aller devant le juge. Ça n'existe pas. Alors que en droit international, dans les relations internationales, Israël peut dire j'occupe des territoires, mais si l'autorité palestinienne ou un État arabe me porte plainte devant la Cour internationale de justice, j'y vais pas, voilà, ça m'intéresse pas. Allez vous faire voir. Et même si la Cour internationale de justice, par exemple, la Cour internationale de justice a déclaré dans un avis, c'est pas un jugement, c'est un avis, que le mur, vous savez, le fameux mur qui coupe la Cisjordanie, je ne sais pas exactement dans quel terme, mais enfin, il avait dit que le mur était, disons, illégal au vu du tracé, etc. Parce qu'il empiétait sur le territoire palestinien. Et alors, ça a soulevé un peu d'indignation pendant une semaine. C'est comme l'affaire de Jérusalem. Et puis après, tout est rentré dans l'ordre. Comme tout rentrera dans l'ordre. Donc en fait, le droit international, c'est du papier. C'est bidon. Voilà. Le droit international, ça, les États le revendiquent uniquement quand il s'agit de leur intérêt, évidemment. Mais quand c'est pas leur intérêt, ils disent ah ben on va renverser un dictateur. Voilà, c'est bien. Alors, je pense que c'est la dernière question et elle est intéressante. De Mankour al-Fakir. Pourquoi les Juifs tunisiens ont pris le parti du colon français et francisé leur prénom? C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que moi j'ai vécu exactement ces situations.
Donc, je suis né pendant le protectorat et donc j'ai vécu cette période entre la fin du protectorat et le début de l'indépendance. Et effectivement, la plupart des Juifs de Meknès, comme j'imagine en Tunisie, mais en parlant du Maroc, j'imagine que c'est exactement la même chose en Tunisie. Vous remarquerez que tous les, enfin vous remarquerez peut-être pas, je sais pas, mais comment je sais que les Maghrébins juifs, en dehors de l'Algérie, qui était déjà français à part depuis 1870, avaient des prénoms bibliques. Aaron, Yitzhak, Jacob, etc., etc. Et à partir des années 40, 50, 60, ils ont commencé à franciser leurs prénoms. Ça veut dire à adopter des prénoms francisés. Madeleine, Denise, Jacques, j'ai parlé dans une vidéo de Jacques Toledano, son frère, par exemple, s'appelait Eliezer, qui est un prénom biblique, il l'a transformé en Gilbert, etc., etc. Bon. Pourquoi? Parce que, et entre autres, le monsieur Mancourt, il me dit que les Juifs ont pris le parti du colon français. Bon, en fait, ils n'ont pas pris le parti du colon, mais disons, ils n'ont pas vraiment combattu pour une indépendance de la Tunisie ou du Maroc. Ils ne se sentaient pas impliqués. Je vais essayer d'expliquer ça. Bien que j'affirme que les Juifs dans les pays musulmans ont vécu 1000 fois mieux que dans les pays chrétiens, il n'empêche que dans les pays musulmans comme le Maroc par exemple, enfin Tunisie j'imagine que ça aurait été pareil, mais je ne connais pas les détails, les Juifs vivaient avant l'arrivée des Français, avant les protectorats, étaient soumis à d'abord au statut de dhimmi. Vous vous souvenez de cette fameuse phrase de Hassan II que j'avais mise en exergue il y a quelque temps? Vous savez, j'avais lu le livre d'un ami, donc voilà, j'ai parfois un trou de mémoire quand il s'agit des noms. Je suis désolé. Il y avait un journaliste marocain qui avait écrit un livre sur les relations du Maroc avec les médias français, etc. Et il avait cité une phrase extraordinaire que Hassan II avait dit à André Azoulay quand même. Hassan II a humilié André Azoulay devant des journalistes français. Et c'était dans les années 90. Il lui a dit, mais rappelle-toi que tes coreligionnaires, les Juifs, devaient porter des babouches noires en signe de soumission et qu'ils devaient les enlever quand ils sortaient du Mélin. Ils devaient marcher pieds nus. Juste pour vous donner une idée, par exemple, moi, c'est vrai, je me souviens que on a grandi dans cette crainte diffuse, parce que de temps en temps, il y avait une descente sur le Mélin. 1 mort, 2 morts, 4 morts. Et, comment dire, les Juifs n'avaient pas de recours. On était soumis à un arbitraire. Et les Juifs ont pris ça comme une espèce de, comment dire, comme une calamité naturelle, comme un déluge, un tremblement de terre, une sécheresse. Voilà, bon, il y a un Juif qui a été assassiné dans la Médina. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est comme ça. Et donc, même si on vivait correctement par rapport au pays chrétien, il y avait quand même ce statut de dhimmi, de soumis, et cet arbitraire qui, ça ne veut pas dire que tous les jours on tuait, mais ça arrivait. Voilà. Par exemple, en 1948, je crois que c'était à Fès ou à Oujda, et vous pouvez d'ailleurs taper Google
juifs cachés dans le zoo, à peu près, quelque chose comme ça, en 48. Il y a eu une descente sur un Mella, je crois que c'était à Fès ou à Ouda, je ne me souviens plus. Et les autorités, précipitamment, ont mis les juifs dans les cages. Enfin, ils ont vidé le zoo pour pour protéger les juifs. Et donc, moi je me souviens, enfin, c'est vrai, j'ai grandi avec cette crainte. C'est-à-dire que rien ne m'est arrivé, mais on a grandi avec cette crainte que cela pouvait m'arriver. Cela pouvait nous arriver. Et donc, l'arrivée des Français, si vous voulez. Vous savez, les Français, quand ils sont arrivés en 1912 au Maroc, et un petit peu avant en Tunisie, ils méprisaient autant les musulmans que les juifs. Mais seulement, ils sont arrivés avec cette aura de pays civilisés. Qu'on le veuille ou non, c'était ainsi quand même. C'était l'Europe. L'Europe qui arrivait avec l'architecture, avec la modernité, avec l'école, avec la langue, etc. etc. Bon, vous savez, les Juifs n'ont pas bénéficié du système scolaire français, hein, faut pas croire. Moi, si j'ai fait des études et des milliers de mecs nazis comme moi, c'est parce qu'il y avait une ONG juive qui s'appelle l'Alliance israélite universelle qui a ouvert des écoles. Mais sinon, les Français n'en avaient rien à fiche d'éduquer les Juifs, comme les musulmans d'ailleurs. Et donc, si vous voulez, l'arrivée de ces Français qui côtoyaient dans les années 30, 40, 50, avec cette majesté, il suffit de regarder par exemple les monuments qu'ils ont construits, même à Meknès, la poste, le tribunal, le commissariat, etc. Et donc, pour les Juifs, il y avait enfin une espèce d'autorité qui s'interposait entre eux et les musulmans. Ça veut dire que les Juifs espéraient qu'il y avait une force démocratique, j'aime pas le mot, mais disons civilisée. Même si ça peut vous paraître un peu bizarre, mais c'était ainsi quand même. C'est-à-dire, il y avait une force qui venait, il y avait quand même un prestige de la France. Bon. Et ça se voit d'ailleurs dans les constructions, dans les bâtiments, la langue, etc., etc. Et donc, il y avait un prestige. Et cette autorité. Et ces idéaux. Et donc, les Juifs ont pensé que la présence de cette justice, de cette police, de cette administration, une vraie administration, il n'y avait pas d'administration avant 1912 au Maroc. Donc, de cette administration, etc., allait permettre une espèce allait s'interposer entre les Juifs et les musulmans et empêcher un arbitraire absolu. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus faire une descente sur le Mella et se venger de ceci ou de cela. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait une adhésion culturelle, civilisationnelle, au projet, en tout cas à la civilisation représentée par le protectorat français. Bien ou pas, moi je vous dis ce qui s'est passé dans les années 40 et 50, ce que j'ai vécu. Voilà. Donc il y avait cette inspiration à la modernité, à la culture. Et c'est vrai que beaucoup de Juifs, en tout cas là, ceux qui étaient instruits au Maroc, et donc j'imagine que c'est à peu près la même chose en Tunisie, avaient peur de se battre pour l'indépendance. C'est-à-dire se disaient la France nous protège d'une façon ou d'une autre. D'accord, voilà. Et c'est pour ça qu'il y avait une adhésion. Dans les années 50 au Mella, moi je me souviens, pratiquement tous les jeunes à l'époque avaient pris un prénom francisé, voilà. Et donc, ça faisait presque garder un prénom, arabe ou berbère, était considéré comme une espèce d'arriération.
Et c'est cette fascination qu'on avait pour la France. On avait une fascination extraordinaire. En tout cas, moi, quand j'ai découvert les auteurs, la culture, etc., à l'école, c'était une fascination et en même temps une admiration sans borne. Bon, je vous dis, vous savez, on avait 10, 12 ans, 15 ans. Hein. Et puis on vivait, on n'avait pas la télévision, on n'avait pas la radio, on était dans un méla, dans un ghetto. Il ne faut pas imaginer, vous savez, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui, d'analyse, etc. C'est un peu comme des gens qui vivaient quasiment, vous savez, si vous voyez les ruelles du Méla, vous comprendriez vous comprendrez ce que je veux dire. Et donc voilà la civilisation qui pénètre comme ça, et on avait envie de mordre dedans. Voilà. Et on a pensé que, c'est vrai qu'après, beaucoup de Marocains nous l'ont reproché. Enfin, on reprochait aux Juifs leur tiédeur vis-à-vis de la lutte pour l'indépendance. Mais je vous rappelle ceci. Le combat pour l'indépendance au Maroc, il a été mené aussi en grande partie par les Fassis. Al Fassi qui a créé le parti de l'Istiklal, etc. C'était un nationaliste, disons, qui n'aimait pas beaucoup les Juifs. On s'en doutait déjà. C'est-à-dire que l'indépendance du Maroc en 1956, elle s'est faite sur le dos, d'une façon ou d'une autre, des Juifs. C'est-à-dire, elle a sonné le glas. Je vous rappelle cette fameuse phrase d'Abraham Sarfati, que les sionistes et les nationalistes marocains, c'est-à-dire les Fassis, avaient le même objectif, faire partir les Juifs. Donc, ces Fassis qui ont pris les rênes, qui ont pris le pays en 1956, j'ai fait des vidéos là-dessus, je pourrais faire une vidéo si vous voulez, mais ont tout fait pour faire partir les Juifs, parce qu'ils ne voulaient pas partager ni le pouvoir, ni l'administration, ni le commerce, ni la rue avec les Juifs. Voilà. C'est très ambigu comme, enfin bon, voilà, c'est une histoire un peu complexe. Il y a une réalité historique qui existe. Voilà. Et ce monsieur Mankour Al-Fakir me donne la possibilité de me référer. Et malheureusement, ce sont des périodes de l'histoire qui ont fait que, voilà, ces minorités juives du Maghreb, qui étaient très importantes et qui auraient pu apporter beaucoup à ces pays, ne l'ont pas fait. Voilà. Et c'est ainsi parce que l'histoire, malheureusement, parfois, il n'y a pas que de bons côtés, il y a parfois des accidents, il y a parfois des trucs désagréables. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. S'il y a des questions, je répondrai évidemment avec grand plaisir. Et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.